il y a une chose étrange avec l'argent. Aujourd'hui, on en a tous besoin pour vivre, et il constitue même, pour certains, l'horizon autour duquel toute une vie s'organise. Il est tellement central dans notre société que ne pas en avoir signifie presque littéralement être en danger. Pourtant, tout le monde sait très bien qu'en vrai, un ouvrier, un artisan ou encore un ingénieur ne perdent pas leur savoir-faire s'ils n'en ont pas. De surcroît, l'argent ne se mange pas. Et à part nous, aucun autre être vivant ne l'utilise sans que cela ne leur pose le moindre problème. Alors pourquoi est-ce si important pour nous? Pourquoi un petit morceau de métal, de papier ou un transfert virtuel régit-il la totalité de nos existences? Et comment se fait-il que, dès qu'on interroge sa véritable utilité, on soit aussitôt traité d'idéaliste naïf, comme si le simple fait de poser la question suffisait à nous disqualifier d'une discussion réaliste? Cette réaction est révélatrice. L'argent est si profondément intégré dans notre culture qu'il passe pour un fait naturel, une évidence indiscutable et un pilier de la réalité. Et si cette évidence est si difficile à remettre en question, c'est aussi parce que ce système qui nous oblige à le poursuivre sans relâche fabrique une dépendance matérielle tellement forte qu'elle façonne nos choix, nos compromis et nos peurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Au point de rendre la critique, elle-même, presque impensable. Il n'a pourtant pas toujours existé. Il a bien fallu l'inventer. Alors comment un objet aussi parfaitement artificiel en est-il venu à gouverner l'intégralité de nos vies, au point de rendre inimaginable un monde qui fonctionnerait autrement? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler d'argent, de monnaie. D'où viennent ces concepts? Dans quelles conditions politiques ils sont apparus? Qui les a imposés? Et pourquoi? Mais surtout, on va voir qu'en réalité, l'argent n'est pas un outil neutre, mais un outil de domination. Peut-être avez-vous déjà entendu ce récit qui nous raconte que, dans un passé lointain, les humains vivaient dans une économie primitive où chacun échangeait directement ce qu'il possédait contre ce qu'il désirait. Un outil contre des paniers, un animal contre des grains, des tissus contre une jarre d'huile. Ce serait le troc original, la forme la plus simple d'échange, une sorte de monde naïf où la vie économique se résumait à aligner les besoins de chacun pour que l'échange devienne possible. Et comme ce système aurait été terriblement inefficace, puisqu'il fallait que chacun veuille exactement ce que l'autre proposait, la monnaie serait apparue presque naturellement comme une invention ingénieuse destinée à fluidifier les relations humaines avant de permettre l'essor du marché, de l'économie complexe et finalement de l'État moderne. Ce récit, répété dans les manuels, les médias et même parfois dans la vulgarisation économique la plus récente, possède une puissance intuitive redoutable. Il a des airs d'évidence. Il donne l'impression que notre monde n'est rien d'autre que l'aboutissement logique d'un long processus d'amélioration, comme si l'histoire avait suivi un chemin parfaitement rectiligne allant du troc rudimentaire au marché globalisé. Il installe l'idée que le marché est la condition naturelle de toute société, que la monnaie est un outil neutre apparu spontanément et que la modernité économique est simplement la continuité de ce mouvement initial. Une fois ce récit admis, tout paraît normal. La compétition, l'individu propriétaire, la croissance et l'économie marchande deviennent aussi inévitables que la gravité. Oui, mais ce récit est faux. En réalité, il nous vient d'Adam Smith, qui en 1776 imagine un passé où des individus isolés troqueraient entre eux comme s'ils vivaient déjà dans un marché miniature. Aucun document, aucune fouille, aucune archive ne l'étaye. C'est une fiction théorique qui sera reprise par les économistes classiques, puis les néoclassiques, jusqu'à devenir un pilier des manuels d'économie du 19e et du 20e siècle. Et quand on y réfléchit, ça n'a rien d'étonnant. Ce mythe a une fonction politique précise. Il permet de naturaliser la société marchande, à faire croire que le marché préexiste à l'État, aux institutions et aux hiérarchies, et qu'il n'y a rien de plus humain que de vouloir acheter et vendre. D'après lui, nous serions tous des homo economicus. Mais lorsqu'on regarde ce que disent l'anthropologie, l'histoire ou l'archéologie, ce n'est plus du tout la même histoire. Aucun peuple, aucune civilisation connue n'a jamais reposé sur le troc généralisé. Les relations économiques humaines s'organisent presque toujours autour du don, du contre-don, de la réciprocité, de l'entraide et des dettes sociales non quantifiées, où le lien compte davantage que l'équivalence exacte. Et dans les sociétés sans monnaie, lorsque le troc existe, il est toujours rituel et n'apparaît jamais au sein d'un groupe. Il n'apparaît qu'entre étrangers, souvent en contexte d'hostilité ou de diplomatie rituelle. Et il est précisément conçu pour éviter que deux groupes ennemis n'aient à créer une relation de dette entre eux. Le troc est une manière d'éviter un lien, pas de le créer. Quant au troc économique, celui où chacun négocie pour maximiser son intérêt matériel,
Il n'existe que dans un cas, lorsqu'une monnaie s'effondre, jamais avant son invention. Dans les périodes de crise, lorsque la monnaie disparaît ou perd sa valeur, les gens bricolent des échanges directs, par nécessité, mais cela n'a rien d'un modèle originel. C'est une économie de ruine basée sur une culture déjà intégrée. Avant la monnaie, on ne trouve pas le troc, mais des unités symboliques, des systèmes de compte, des étalons non monétaires, permettant d'estimer une dette ou de régler un litige sans jamais passer par une pièce ou un billet. Autrement dit, la monnaie n'a pas été inventée pour résoudre un problème économique, mais pour répondre à un besoin politique. Et c'est précisément pour éviter d'avoir à reconnaître ce fait, que la monnaie est née de structures de pouvoir, d'impôts, d'armées et de bureaucratie, que le mythe du troc est si utile. Il permet de masquer le rôle déterminant des institutions coercitives, de faire disparaître les captations, la violence, la discipline collective, et de faire croire que le marché est un espace de liberté apparu naturellement. En un mot, il transforme une invention profondément politique, et souvent brutale, en une évolution spontanée de la nature humaine. Vous allez voir que lorsqu'on sort du mythe du troc, le paysage change radicalement. Les sociétés humaines n'ont jamais été des marchés primitifs en attente d'une monnaie salvatrice. Elles ont été pendant des dizaines de millénaires des organisations capables de produire du lien, de la stabilité et des conflits gérés autrement que par des équivalences chiffrées. Elles s'appuyaient sur la dette sociale, le sentiment de redevabilité et sur toute une trame de pratiques destinées à entretenir et renouveler les liens au sein d'un groupe sans que l'idée de prix ne soit imaginable. Les sociétés humaines fonctionnent par obligation réciproque. Dans un village, une famille qui aide à construire une toiture n'envoie pas immédiatement une facture. Un chasseur qui partage une prise n'attend pas de recevoir exactement le même poids de viande 3 jours plus tard. Une guérisseuse qui soigne un voisin ne calcule pas combien d'heures elle a perdu. Ce qui circule entre les gens, ce ne sont pas des équivalences, mais des liens. Un service appelle un service. Un don appelle un contre-don. Une aide crée une reconnaissance. Mais rien n'est mesuré. Rien n'est converti en unité abstraite. La dette est bien là, mais c'est une dette morale, qualitative et vivante. Une dette qui renforce la cohésion du groupe parce qu'elle ne peut pas être soldée une fois pour toutes. Dans ce monde-là, la relation importe plus qu'une quelconque compensation équivalente. La vie sociale est un tissu. Les choses changent lorsque, au sein d'une société, un groupe parvient à se constituer en élite, à se distinguer du reste de la population et à se soustraire aux règles communes. L'une des conséquences immédiates de cette séparation, c'est l'effritement des mécanismes de décision collective qui assuraient jusque-là la cohésion. Dans ces contextes, Mésopotamie, premier royaume, début des cités étatiques, la capacité des groupes à résoudre entre eux leurs conflits diminue. Une blessure, un vol, un litige ne peuvent plus être arbitrés dans la maison commune, par discussion et recherche d'accord. Lorsque les sociétés se hiérarchisent, que les élites se détachent du reste de la population, les mécanismes horizontaux de décision collective s'écroulent. Dès lors, pour maintenir la structure sociale en place, la résolution des conflits remonte mécaniquement vers le sommet. Ce sont désormais les autorités, politiques, religieuses ou judiciaires, qui tranchent à la place du groupe. La justice devient alors une affaire d'ordre. Et cette autorité, pour gouverner et contrôler une population plus large, moins homogène, doit standardiser. Elle fixe des équivalences. Telle blessure vaut tant, telle offense vaut tant, telle obligation doit être rendue sous telle forme. Tel travail correspond à telle compensation. Et c'est à ce moment précis que la dette devient quantifiée. Et ce pour rendre gouvernable une société qui a perdu ses mécanismes horizontaux. Elle constitue stricto sensu une perte politique pour les populations. Une perte de la capacité des groupes à prendre soin d'eux-mêmes, à produire de la justice en commun. L'équité cesse d'être une affaire de discussion. Elle devient une affaire de table, de code et de valeurs fixées d'en haut. Pour que cette quantification puisse être utilisable, elle nécessite un outil, l'unité de compte. Ce sont les temples mésopotamiens qui ont inventé les premières. Des équivalences inscrites sur des tablettes permettant aux administrateurs de calculer dettes, impôts, amendes et rations. Le grain devient alors l'unité de base. Puis, pour des raisons pratiques, le poids de métal. Pas encore sous forme de pièces, mais comme étalon bureaucratique. Le grain est instable, les métaux ne changent pas. Pour un État qui veut compter, taxer, punir, redistribuer, il faut un étalon dont la valeur ne varie pas. Le cuivre, l'argent et plus tard l'or s'imposent alors naturellement. Ils sont divisibles, mesurables, durables, rares et surtout contrôlables par le pouvoir. Les scribes ne mesurent pas des échanges spontanés, ils mesurent des obligations, des sanctions et des contributions.
Il crée les équivalences et transforme des relations humaines en lignes de compte. Et la monnaie, la vraie, les pièces auxquelles nous pensons, n'apparaît qu'après, comme simple matérialisation d'une unité qui existait déjà dans les registres du pouvoir. La monnaie ne naît donc pas du marché, elle naît de la gestion du pouvoir, du besoin d'administrer des populations, de taxer, d'organiser une hiérarchie. Elle est un instrument d'ordre avant d'être un instrument d'échange. Donc, comme je viens de le dire, lorsque l'on observe de près l'histoire, sans lunettes idéologiques, on remarque que la monnaie n'apparaît jamais dans des sociétés égalitaires, ni dans des communautés autonomes fondées sur la réciprocité. Elle émerge que lorsqu'un type particulier d'organisation sociale se met en place, un type d'organisation qui concentre le pouvoir, impose ses décisions, et dont l'une des conséquences est de transformer les relations humaines en rapports mesurables. Pour bien comprendre tout ça, il faut d'abord préciser ce qu'est un État dans ce contexte. Il n'est pas encore question d'un État tel que nous le connaissons, mais il dispose déjà de structures essentielles qui permettent de définir ce mot. Un appareil capable de centraliser la violence légitime, et une administration capable de prélever des impôts, de tenir des registres, d'administrer les dettes et d'imposer une norme unique de compensation. C'est exactement ce que l'on observe dans les premiers systèmes politiques complexes. Les temples mésopotamiens, les palais minoens, les royautés archaïques. Ils avaient tous en commun de pouvoir dire « ceci est la mesure, ceci est la dette, ceci est la sanction ». Lorsque les sociétés se hiérarchisent, les élites se détachent de la vie quotidienne. Elles ne participent plus aux tâches vitales et doivent prélever dans la population ce dont elles ont besoin pour vivre. Cette extraction exige des comptes précis, des équivalences stables et un étalon fiable. On voit alors apparaître des unités standardisées, d'abord des volumes de grains, puis des poids de métal pour leur stabilité et leur portabilité, créés pour organiser et sécuriser le prélèvement. L'impôt devient le mécanisme central. L'autorité impose aux populations de payer leurs taxes dans une unité précise, créant mécaniquement la nécessité d'obtenir cette unité. La demande de monnaie ne vient pas du marché, elle vient de l'impôt, c'est-à-dire du fait qu'une élite détachée de la production exige un paiement standardisé. Et c'est précisément dans un monde où une autorité peut imposer ses équivalences qu'une unité standard a un sens. C'est pourquoi on peut affirmer sans risque d'erreur, sans impôt, pas de monnaie. La séquence est toujours la même. Le pouvoir politique impose aux populations de payer leurs taxes dans une unité précise. Cette obligation force tout le monde à entrer dans un circuit économique contrôlé. La demande de monnaie ne vient pas du marché, elle vient de l'impôt. La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien? C'est l'impôt qui crée le besoin d'obtenir cette unité, donc de l'utiliser. Plus impôt, tout ça c'est pour le roi. Mais l'impôt ne suffit pas. Pour qu'une unité standard devienne réellement un moyen d'échange dans tout un territoire, il faut qu'elle circule largement. Il faut donc un moyen de diffuser cet objet standardisé sur des centaines ou des milliers de kilomètres. Comment? Eh bien, en payant les soldats. Les armées sont les premiers salariés de l'histoire. On leur verse une solde, ils dépensent cette solde dans les régions où ils sont stationnés, et les populations locales, contraintes de payer leurs taxes dans cette unité, acceptent ces pièces. On peut noter au passage que c'est comme cela que naissent les marchés. La monnaie est d'abord un outil de pouvoir, une manière d'organiser les dépendances. Pour saisir entièrement cette logique, il faut prendre conscience d'un biais historique majeur. Lorsque l'on essaye de reconstituer le passé, et qu'on recherche les traces des sociétés qui nous ont précédés sur la Terre, on tombe majoritairement sur des palais, des temples, des murailles ou des tombeaux majestueux. Mais ces monuments sont systématiquement le fruit de sociétés fortement hiérarchisées, qui naissent du désir de leurs élites de laisser une trace dans l'histoire, la preuve de leur puissance et leur aspiration à l'immortalité. Les sociétés égalitaires, saisonnières, mobiles, elles, n'érigent pas de monuments, ne construisent pas de palais et n'accumulent pas d'archives. Elles ne laissent derrière elles presque aucune trace. Et comme les seules écritures anciennes qui nous parviennent sont celles des États, produites par des scribes payés pour administrer des élites, nous héritons d'un récit du monde entièrement centré sur les structures hiérarchiques. Résultat, nous croyons que l'humanité a toujours été hiérarchique parce que nous ne voyons que des sociétés qui ont laissé des ruines et des textes. Or, les découvertes anthropologiques récentes montrent exactement l'inverse. La hiérarchie n'est qu'une forme d'organisation sociale parmi d'autres que l'humanité a expérimentée au cours de sa longue histoire. Il est également important de noter que la hiérarchie politique n'est pas directement liée à la richesse. Ce n'est pas parce qu'une société se dote d'une élite d'impôts que la richesse devient synonyme de pouvoir. Ce lien, qui nous paraît aujourd'hui si naturel, est en réalité extraordinairement rare dans la société. Dans la plupart des sociétés humaines, qu'elles soient mésopotamiennes, égyptiennes, chinoises,
africaine, océanienne ou amérindienne, la richesse n'a jamais fondé un pouvoir politique individuel. Même lorsqu'elle était valorisée ou recherchée, comme chez les Yurok, un peuple amérindien de la côte nord californienne jusqu'au milieu du XIXe siècle, elle ne permettait pas d'imposer sa volonté aux autres. La richesse impliquait des obligations, pas des privilèges. Redistribuer, financer des fêtes, soutenir le clan, entretenir un réseau d'alliances, faire preuve de générosité. Celui qui accumulait sans redistribuer perdait son prestige, son statut, parfois même sa place dans le groupe. La richesse n'était pas un capital qu'on accumule, c'était un rôle social, un devoir, parfois même une épreuve morale, mais elle n'ouvrait pas les portes du pouvoir. Dans les sociétés à pouvoir centralisé, les élites économiques pouvaient être riches, mais jamais souveraines. Elles restaient subordonnées au pharaon, à l'empereur, au temple ou à la bureaucratie. Partout, la richesse devait servir un ordre supérieur, religieux, cosmologique ou administratif. Elle n'autorisait jamais à gouverner. Même le monde islamique médiéval, pourtant immensément marchand, confirme cette logique. Les marchands pouvaient devenir extraordinairement riches, mais la richesse n'y donnait ni souveraineté ni pouvoir politique autonome. Le droit religieux encadrait l'économie, l'usure était interdite, la redistribution obligatoire. Là encore, la richesse pouvait influencer, mais jamais gouverner. Dans presque toutes les sociétés humaines, la richesse ne fonde pas un pouvoir individuel. Elle sert la cohésion, le collectif, ou reste subordonnée à une autorité supérieure. Mais du coup, l'Europe constitue une rupture historique. Elle est la seule région du monde où la richesse est devenue progressivement une forme de souveraineté. Et c'est cette inversion unique dans l'histoire humaine qui permettra plus tard à l'argent de devenir la forme même de la domination politique. La raison pour laquelle on constate historiquement qu'il n'y a qu'en Europe que la richesse devient une forme de souveraineté individuelle est le résultat d'une évolution historique très particulière. C'est la construction lente d'un système juridique, religieux et politique qui va faire de celui qui possède non pas quelqu'un qui doit donner, mais quelqu'un qui peut gouverner. Ce basculement repose sur 3 piliers. Le premier, le droit romain, qui fait de la propriété une micro-souveraineté. En deuxième, le christianisme latin, qui la sacralise moralement. Et en troisième, les institutions politiques, qui réservent les droits publics aux possédants. 3 piliers qui ont entraîné la transformation de la richesse en forme institutionnelle du pouvoir politique. On va donc regarder tout ça en détail, en commençant par le droit romain. Il faut tout d'abord définir finement le mot propriétaire. Dans le langage moderne, le propriétaire est celui qui possède quelque chose. Mais en droit romain, posséder n'est pas un droit, c'est une forme de puissance. C'est ce que les juristes appellent le dominium, un pouvoir absolu, exclusif, inconditionnel sur une chose, et dans le fait, souvent sur les personnes qui en dépendent. Le propriétaire, dans cette logique, n'est pas un simple détenteur de biens, il est un micro-souverain, un détenteur d'autorité, un homme pour qui la propriété est un pouvoir politique miniature. Et cette conception n'a jamais disparu. Elle s'est transmise, codifiée et perfectionnée. C'est ce que Rudolf von Hering, juriste allemand du XIXe siècle, fait remarquer dans une phrase célèbre « Rome a conquis le monde 3 fois, d'abord par ses armées, ensuite par sa religion, et enfin par son droit. » Et il ajoute que la conquête juridique est la plus éclatante, la plus profonde et la plus durable, car elle a survécu à toutes les autres et structure encore les sociétés modernes. Et c'est justement ce cadre juridique qui, dès l'Antiquité, donne à la richesse un statut politique. Lorsque l'Europe devient chrétienne, ce cadre juridique reçoit une couche supplémentaire. La propriété n'est plus seulement une souveraineté civile, elle devient un ordre divin. Dans la théologie latine, l'individu est conçu comme propriétaire de son corps, car son âme, éternelle, en serait la détentrice. C'est en se basant sur cela que le vol devient un péché, non plus contre la communauté, mais contre Dieu. Dans ce cadre, la justice économique est remplacée par la charité, ce qui permet aux élites de conserver leur richesse tout en donnant l'impression d'accomplir un devoir moral. Il n'y a aucune obligation structurelle de redistribution et aucune limite réelle à l'accumulation. La propriété devient moralement intouchable. Le riche n'a plus à justifier sa position. Il doit seulement faire preuve de charité pour paraître vertueux. C'est ici que naît un mécanisme essentiel, encore très actuel, le mérite comme justification a posteriori. On ne dit pas « je mérite d'être riche parce que je contribue », on dit « si je suis riche, c'est que je le mérite ». Le mérite, c'est la chose la plus importante qui soit. Le résultat, la richesse, devient une preuve de vertu. Dans ce cadre, 2 mécanismes s'installent durablement. L'accumulation matérielle comme hiérarchie politique, celui qui possède peut gouverner, celui qui n'a rien doit obéir. La richesse n'est plus un flux, mais un stock. Lorsque les communaux sont privatisés,
et que les terres deviennent propriété privée exclusive, des millions de personnes se retrouvent sans moyens autonomes de subsistance. Leur survie dépend d'un salaire, lui-même dépendant des propriétaires. La richesse se transforme en capacité d'organiser la dépendance des autres. Pendant la majeure partie de l'histoire européenne, les droits politiques, vote, assemblée, décision, ne sont accessibles qu'aux propriétaires. Bah oui, ils le méritent. Les pauvres n'ont aucune existence politique. Les lois sont votées par des possédants, dans l'intérêt des possédants. Le pouvoir politique est alors explicitement lié à la richesse matérielle. Avec la naissance des dettes publiques modernes, l'évolution est encore plus radicale. Les États deviennent dépendants de leurs créanciers. Ceux qui possèdent les moyens financiers deviennent de fait co-souverains. Ils imposent les politiques budgétaires, orientent les priorités publiques et fixent les limites de ce qui est acceptable politiquement. Les riches ne se contentent plus d'influencer l'État, ils le financent, donc ils le contrôlent. À partir du XVIIe siècle, Hobbes, Locke, Grotius, puis Smith et Bentham vont transformer cette structure en doctrine politique. Le propriétaire devient l'individu rationnel par excellence, l'unité fondamentale de la société. Il tire cette légitimité de la vertu, elle-même issue de sa richesse. Le marché est présenté comme l'espace naturel de la liberté. L'État doit simplement garantir les contrats, protéger la propriété et maintenir l'ordre. Après 2000 ans d'accumulation juridique, morale, économique, philosophique et politique, tout converge vers cette équation simple: ceux qui possèdent sont présentés comme les plus aptes à gouverner. Ceux qui n'ont rien doivent obéir. La richesse est devenue stricto sensu une autorité politique. Et c'est dans ce contexte que la monnaie prend toute sa puissance, comme un vecteur de souveraineté économique et donc politique. On va maintenant s'intéresser au déroulement historique pour montrer comment, concrètement, à chaque étape, la logique, celle d'une civilisation qui élève la richesse au rang d'autorité et qui finit par confondre l'argent avec le pouvoir lui-même, s'est renforcée. Au tournant de la Renaissance, l'Europe est donc l'héritière du droit romain, renforcée par la vision théologique de l'Église chrétienne qui sacralise la propriété. Mais le débat sur l'usure fracture la chrétienté. Rome interdit le prêt à intérêt. Mais quand ils apparaissent, les protestants l'autorisent à condition qu'ils servent le travail et la discipline. C'est une véritable révolution. Le crédit, auparavant suspect, devient moralement légitime. L'accumulation cesse d'être un péché pour devenir un signe de vertu. Ce débat, qui vient s'ajouter à la blessure que représente la réforme et la naissance du protestantisme, a pour conséquence d'affaiblir la légitimité de l'Église chrétienne tout entière, comme garante de la morale universelle, seule apte à dicter les comportements. S'ensuit le début des guerres de religion, qui vont ravager l'Europe tout au long du XVIe siècle. Dans le même temps, la critique acerbe de l'organisation sociale des Européens par les peuples autochtones du continent américain traverse l'Atlantique et accentue la déstabilisation idéologique de toute l'Europe. Dans ce chaos idéologique, Hobbes et Locke, inspirés par les toutes nouvelles lois naturelles du mouvement de Newton, posent avec d'autres les bases de la philosophie politique moderne. L'individu propriétaire devient l'unité élémentaire de l'ordre social. Pour Hobbes, seul celui qui possède est un sujet politique stable. Pour Locke, la propriété est la raison d'être de l'État lui-même. Avec eux, la propriété ne justifie plus seulement la richesse, elle autorise le pouvoir. Et dramatiquement, cette idéologie trouve justement un champ d'expression sans limite sur le continent américain, avec la rencontre de conditions matérielles inédites. Une quantité d'or et d'argent telle que le monde n'en avait jamais connue jusqu'alors. Des expéditions sont alors financées par des marchands et des investisseurs privés dans le but d'aller les exploiter. Les conquistadors, ainsi dépêchés, sont du coup redevables envers leurs bailleurs. Ils doivent rembourser leurs dettes, et ils le font grâce au pillage systématique. L'afflux de métaux précieux provoque une inflation gigantesque qui enrichit massivement les banques, marchands et États. Le capitalisme moderne naît ici, dans la violence coloniale, la dette financière et l'extraction à l'échelle continentale. Pour la première fois, l'accumulation devient mondiale. En parallèle, en Europe, un autre processus transforme profondément les sociétés paysannes. Les enclosures. Les communaux, terres partagées, pâtures, forêts, lieux de subsistance, sont privatisés. Des millions de personnes perdent l'accès à leurs propres conditions de survie. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de migrer vers les villes et le salariat devient la seule manière d'obtenir de la monnaie, donc de survivre. Cela ne marque pas uniquement un changement économique, mais surtout la destruction d'une autonomie collective millénaire et la fabrication d'une population dépendante, contrainte de vendre sa force de travail. La richesse ne donne plus seulement du prestige, elle donne le pouvoir de mettre les autres au travail. À partir du XVIIe siècle, les États européens découvrent un outil extraordinairement efficace, la dette publique. La Banque d'Angleterre émet le premier papier-monnaie moderne adossé à des créances privées.
Cela les rend dépendants de ceux qui les prêtent, les banquiers, les marchands et les investisseurs. À ce stade, les créanciers s'ajoutent aux propriétaires fonciers pour gouverner. Ils se mettent alors à dicter les budgets, orienter les guerres et peser les décisions fiscales. La fusion entre capital et État s'accélère. Ça vous rappelle rien? Les révolutions du XVIIIe siècle amplifient encore ce mouvement. Aux États-Unis, les élites marchandes se révoltent contre l'Empire britannique pour protéger leurs intérêts fiscaux et commerciaux. En France, la bourgeoisie propriétaire renverse la noblesse, mais reconduit la même structure. Les droits politiques restent liés à la possession. Il y a d'ailleurs plusieurs articles dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui vont dans ce sens. Le suffrage censitaire fait de la richesse un prérequis du pouvoir. Le peuple est déclaré souverain en théorie, mais les propriétaires le sont en pratique. Le XIXe siècle finit par théoriser tout ça. Locke, Smith, Bentham et Mill naturalisent l'ordre propriétaire. Le marché devient un espace de liberté. L'État n'a plus qu'une fonction, protéger la propriété, garantir les contrats et sécuriser les transactions. Le système se boucle sur lui-même. Ceux qui possèdent doivent gouverner parce que la possession prouve leur rationalité. La richesse devient une preuve de mérite et le mérite devient une justification du pouvoir. Ça y est, c'est acté. L'argent, loin de n'être qu'un moyen d'échange neutre, c'est la forme même du pouvoir. Lorsque l'Europe a fini par produire une structure où la richesse s'identifie au pouvoir politique, cette logique ne va pas rester confinée à son continent. Elle va devenir un projet d'expansion, puis un système planétaire. Et ça ne va pas se faire spontanément dans la bienveillance et l'entraide, ça va se faire par la force, la technologie et la destruction méthodique des formes d'autonomie qui rendaient possible d'autres manières de vivre. À partir du XVe siècle, l'Europe occidentale dispose d'un ensemble d'avantages matériels qui permettent à son modèle de se projeter au-delà de ses frontières. Ce n'est pas parce que ses idées sont supérieures ou que son organisation sociale est plus rationnelle, mais parce qu'elle maîtrise mieux que les autres l'artillerie, la navigation océanique, l'imprimerie, la métallurgie militaire et bientôt la sidérurgie industrielle. Grâce à cette avance technique, les puissances européennes déploient un dispositif extrêmement simple et d'une redoutable efficacité. Elles imposent aux sociétés conquises leur manière de prélever, de comptabiliser et de gouverner. Partout où elles s'installent, elles introduisent des impôts obligatoires, une monnaie d'État utilisée pour les payer, des marchés créés pour les contraintes fiscales, des économies de plantation ou d'exportation, des systèmes juridiques qui consacrent la propriété privée comme norme universelle. Autrement dit, elles reproduisent hors d'Europe les conditions mêmes qui, en Europe, ont permis de faire de l'argent un pouvoir politique. Ce qui n'était qu'une construction locale devient une architecture globale. Mais pour que ce modèle puisse réellement s'implanter, il ne suffit pas d'introduire une monnaie ou un impôt. Il faut détruire tout ce qui, dans les sociétés conquises, permet aux gens de vivre sans passer par le marché, c'est-à-dire sans dépendre de l'argent et donc sans dépendre du pouvoir colonial. C'est pourquoi, dans l'ensemble du monde colonisé, on observe les mêmes opérations répétées avec une constance remarquable. Destruction des communaux, qui garantissent l'accès à la terre, à la chasse, à la pêche et au bois. Ruine des agricultures de subsistance, remplacées par des cultures d'exportation, sucre, coton, café, thé ou caoutchouc. Dislocation des artisanats locaux, incapables de survivre face aux manufactures européennes. Monétarisation forcée qui oblige les populations à payer l'impôt en monnaie coloniale et donc à entrer dans le marché du travail. Transformation des habitants en main-d'œuvre dépendante, exactement comme les enclosures l'avaient fait en Europe. En fabriquant ainsi des individus dépendants d'un marché pour vivre, les empires européens ont littéralement créé des consommateurs. L'Europe moderne a donc progressivement remodelé l'existence de ses populations en détruisant systématiquement toute possibilité de vivre autrement que dans le marché. Mais cela s'est fait si efficacement que le résultat produit nous paraît aujourd'hui naturel, presque évident, comme si les choses avaient toujours été ainsi. Mais pour en comprendre les conséquences profondes, il faut revenir sur certains points que j'avais abordés un peu rapidement dans les parties précédentes. La perte d'autonomie matérielle. L'Europe détruit sa propre subsistance. Pendant des siècles, la plupart des Européens vivaient sur des communaux, cultivaient leurs terres, faisaient paître leurs bêtes, prélevaient du bois dans les forêts et maintenaient une forme d'autosuffisance qui, malgré ses limites, leur permettait de ne pas dépendre entièrement de l'argent. Puis sont arrivées les enclosures, ces grandes vagues de privatisation où l'on clôture les terres communes, où l'on expulse les paysans, où l'on transforme les ressources collectives en propriétés exclusives. À partir de ce moment, des millions de personnes perdent non seulement leurs terres, mais la possibilité même de vivre sans vendre quelque chose d'eux-mêmes. Cette expropriation ne s'est pas arrêtée aux campagnes, elle s'est étendue aux villes sous des formes plus diffuses. Réglementation urbaine,
interdiction d'usage, mécanisation des métiers. Partout, l'Europe a coupé les liens matériels qui reliaient les gens à leur subsistance directe. L'urbanisation forcée a complété ce processus, en concentrant les populations dans des espaces où tout se paye, où l'autonomie est devenue strictement impossible, et où l'on devait travailler pour survivre, non pour vivre. C'est ici qu'est apparu le mécanisme central de la modernité économique, le salariat. Il a bien évidemment été présenté comme un choix laissé aux travailleurs, ou encore comme une avancée sociale, liée à la garantie de recevoir un salaire. Mais il s'est agi en réalité d'un dispositif contraignant qui obligeait chacun à se procurer de la monnaie pour continuer à exister. Le travail, ainsi défini, a fini d'être une activité parmi d'autres, il est devenu l'unique voie d'accès aux ressources. Aujourd'hui encore, on ne peut plus vivre sans passer par le marché. On ne peut plus survivre sans vendre son temps. Et c'est cette dépendance qui a permis de faire apparaître un nouveau protagoniste, le consommateur. Pour produire un consommateur, la seconde pièce du dispositif consiste à rendre impossible la participation réelle à la vie collective. Lorsque la division du travail se généralise, chacun devient spécialiste d'une tâche étroite, ignorante des autres, incapable de prendre part à la totalité du monde social. Plus personne n'a la maîtrise d'ensemble. Plus personne ne peut dire « ceci est notre affaire ». Le travail sépare les individus, il les individualise, chacun absorbé dans son rôle, livré à sa subsistance et trop occupé ou trop isolé pour agir politiquement. La bureaucratie poursuit ce mouvement, elle retire la décision aux individus et la confie à des structures impersonnelles, techniques et opaques. Le monde devient ainsi une machine dont personne ne possède les plans, sauf une élite administrative et économique qui se présente comme indispensable. Les citoyens deviennent spectateurs d'un système qu'ils ne comprennent pas, dont ils dépendent et qu'ils n'ont plus le moyen de transformer. Et lorsque la politique apparaît, encore, ce n'est plus sous forme d'une pratique collective, mais sous la forme d'un spectacle. Guy Debord l'a parfaitement explicité. La politique moderne est un théâtre où l'on discute de tout, sauf du cadre lui-même. Elle devient un espace où l'on observe la décision sans jamais y participer. La scène est brillante et la salle est silencieuse. À ce stade, l'argent n'est plus simplement un outil. Il est devenu l'air que nous respirons. On ne vit plus sans consommer, on ne consomme plus sans argent et on n'obtient plus d'argent sans vendre son travail sur un marché. La dépendance est totale, circulaire, refermée sur elle-même. Ce cercle n'est pas une fatalité naturelle, c'est un dispositif politique. Il produit un individu dont la fonction première n'est plus de participer à la vie collective, mais de maintenir par son travail et ses achats le fonctionnement du système qu'il a façonné. L'individu moderne ainsi conçu n'est pas un citoyen, ni un habitant, ni un membre d'une communauté. Il est un producteur, consommateur, entièrement inséré dans un circuit marchand qui définit ses besoins, ses aspirations et souvent ses limites. Le dernier geste, le plus subtil et le plus profond, consiste à faire passer cette organisation pour une évidence. L'économie de marché se présente comme la forme naturelle de la vie humaine. Le travail salarié devient la seule manière respectable de contribuer. L'individualisme propriétaire apparaît comme la seule manière d'être libre. Et toute alternative devient impensable, irréaliste et même dangereuse. C'est ainsi que s'impose l'idée rarement formulée, mais omniprésente, selon laquelle le marché, c'est la nature humaine. Comme si nos sociétés n'étaient pas historiquement situées, politiquement construites et culturellement fabriquées, comme si l'humanité n'avait jamais vécu autrement, alors que toute son histoire dit exactement le contraire. L'individu consommateur n'est pas apparu spontanément, il a été fabriqué. Si l'on prend un peu de recul, tout s'éclaire d'un bloc. L'argent n'est pas un outil neutre, ni une invention ingénieuse née spontanément du commerce, et encore moins une évidence anthropologique. Il est né dans des sociétés autoritaires, là où l'on avait besoin de mesurer, de contrôler et de punir. Il s'est imposé par les impôts, les registres et les armées, et en Occident, il est devenu la forme même du pouvoir politique. Dans ce long parcours, l'argent a changé de nature. Ce qui n'était d'abord qu'une unité de compte, bureaucratique, destinée à résoudre des conflits et à lever des impôts, est devenu un moyen d'accumuler, puis de gouverner, puis de contraindre. L'Europe a été le laboratoire d'une mutation unique, là où toutes les autres civilisations encadraient la richesse en lui assignant un rôle social, elle en a fait une souveraineté individuelle. Là où ailleurs la richesse obligeait à redistribuer, ici elle donne le droit d'exclure. Là où ailleurs le pouvoir limitait les possédants, ici les possédants ont fini par limiter le pouvoir. La conséquence, c'est que l'argent n'a jamais été un simple instrument économique. Il modèle notre rapport au monde, aux autres, au temps, au désir et à la politique. Il a fini par produire son propre type d'êtres humains, un individu qui ne peut vivre qu'en consommant,
qui ne peut consommer qu'en gagnant de l'argent et qui ne peut gagner cet argent qu'en se soumettant aux structures qui le produisent. Quand une société réussit à se rendre indiscutable, à se glisser dans l'évidence quotidienne, à faire passer sa logique pour la nature humaine elle-même, elle n'a plus besoin de coercition. Nous nous chargeons nous-mêmes de reproduire sa forme. Nous n'interrogeons plus ce qui nous contraint parce que nous croyons qu'il n'existe rien d'autre. C'est une forme de domination profonde et insidieuse. Mais tant que nous percevons l'argent comme quelque chose allant de soi, tant que nous le considérons comme une évidence presque biologique, nous resterons enfermés dans un système conçu pour servir une minorité. Reprendre la main ne consistera jamais à brûler les billets ou à rejeter toute forme d'échange. Cela commence par comprendre comment un outil comptable est devenu un cadre mental, comment une technique de gestion a réussi à occuper notre imaginaire politique, et comment cette occupation limite notre capacité à envisager d'autres manières de vivre, d'autres formes de communauté, d'autres rapports entre humains. Si ce travail vous a éclairé, s'il a ouvert un espace de pensée différent, alors je vous invite simplement à vous abonner. Sur cette chaîne, j'essaie de décortiquer les évidences, de fournir de quoi reprendre la main sur nos imaginaires en avançant patiemment vers une compréhension plus juste de notre monde. Et si vous souhaitez soutenir cette démarche, vous pouvez liker la vidéo, la partager ou laisser un commentaire pour faire vivre la discussion. Allez, soyez créatifs pour le bien de tous, cultivez votre pensée subversive. À la prochaine, salut!